Voilà, en principe, tout est lancé. Voilà. Donc, on va parler de coma et de confusion. Il n'est pas absolument évident d'emblée, quand on vous donne ces deux termes-là, qu'il faille les lier. Et c'est pour ça que je vous fais une introduction très courte sur le lien entre tout cela, le lien entre ces deux grands syndromes. Et tient en un mot, c'est le mot vigilance, le problème de la vigilance et de ses différentes composantes. Qu'est-ce que c'est que la vigilance? C'est un état qui permet l'adaptation d'un être vivant à son environnement. Et le plus important, et c'est ça le lien, notre fil conducteur, c'est le fait qu'il y ait deux composantes. Une composante physiologique, une composante psychologique. La composante physiologique, c'est l'état d'éveil. On est éveillé et de ce fait, on va réagir à tout ce qui arrive vers nous, ce qu'on appelle les stimuli. Et puis, par ailleurs, psychologiquement, on a conscience de tout ce qui se passe. Et c'est la conscience de soi-même, de l'environnement autour de soi, de ces stimuli qui arrivent, qui est importante pour que la vigilance arrive à son extrême, c'est-à-dire permettant la réaction en retour à ce que nous percevons. Donc deux composantes, et vous allez voir, on va immédiatement décliner ceci en termes de pathologie. Les termes importants, c'est éveil et conscience. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de pathologie? Schéma très simple. À gauche, l'éveil et le sommeil sont dirigés par une formation physiologique, enfin anatomique, et qui a une forte fonction physiologique dont vous avez dû entendre parler, qui est la formation réticulée activatrice ascendante, fonction contenue essentiellement dans le tronc cérébral. Et donc, l'éveil et le sommeil sont des états qui sont directement liés à l'état de bon fonctionnement du tronc cérébral. De temps en temps, et c'est ce qui est rajouté dans ce petit carré, eh bien la souffrance du tronc cérébral peut être la conséquence d'une souffrance plus haut située, au niveau cortical, au niveau des hémisphères cérébraux. Toujours est-il que, in fine, pour qu'il y ait une atteinte de cet état de vigilance, d'éveil-sommeil, de ces modifications physiologiques de l'éveil-sommeil, eh bien, il faut qu'il y ait cette souffrance du tronc cérébral. Et c'est ce type d'atteinte qui va mener, en termes de pathologie, au coma. À droite, on parle de conscience. La conscience, vous le percevez évidemment très bien intuitivement, c'est quelque chose de hautement cortical, hautement hémisphérique, c'est une fonction supérieure. Avoir conscience de ce qui se passe, c'est quelque chose qui est du domaine de l'intellect, pour parler de manière assez simple. C'est donc une fonction du cortex cérébral, c'est une fonction très diffuse, ce qui veut dire que plein de choses pourront l'altérer. Et quand il y a altération de cette conscience, on va être dans le domaine de la confusion. Donc, en partant de ces deux composantes de la vigilance, vous voyez qu'on arrive à des états différents qui, quand même, au bout du compte, auront des connexions. Vous verrez que lorsqu'on parlera de confusion, on dira qu'à certains moments, il y a des états qui peuvent aller jusqu'à un début de coma. Et donc, en pathologie, les deux peuvent se retrouver, mais il faut bien comprendre que ça passe par des mécanismes physiopathologiques différents. Alors, on commence par les comas. Si on cherche à donner une définition du coma, on s'adresse donc à la pathologie de l'éveil, c'est voir notre diapositive précédente, état d'altération de l'éveil qui n'est pas réversible de manière immédiate et qui fait que la personne ne va être capable de réagir qu'en fonction de stimulations qui ne sont pas des stimulations normales. Et c'est pour ça que dès cette définition, on fait appel aux stimulations douloureuses. Seules les stimulations douloureuses sont susceptibles d'entraîner une réponse motrice.
Dès que l'on parle de coma, il faut parler de sa profondeur et comment on analyse sa profondeur et comment on score ou on cote sa profondeur. Dès que vous allez commencer à être dans des services hospitaliers, vous allez entendre parler du score de Glasgow. Score de Glasgow extrêmement fréquent que utilisent quotidiennement en permanence les SAMU, les pompiers qui vont chercher les gens au domicile, mais également évidemment les urgentistes et toutes les personnes qui prennent en charge en urgence des personnes, c'est-à-dire la plupart des services hospitaliers dans la filière d'aval des urgences. Il va donc y avoir un score en 3 grandes parties qui va permettre de donner un chiffre pour que tout le monde parle de la même chose quand on évalue une profondeur de coma. Disons d'emblée qu'on considère que le patient est vraiment comateux quand il a un Glasgow qui est inférieur à 8. Auparavant, on est dans un enfoncement progressif de l'état de veille pathologique et qui a connu un certain nombre d'appellations différentes. On parle parfois de, je vous ai mis les termes, on parle parfois d'obnubilation ou d'état obnubilé. Et puis à un stade un petit peu plus avancé d'état stuporeux. Et puis encore à un stade plus avancé d'état de coma. Vous trouverez dans un certain nombre de documents fait état de exactement ce que je suis en train de vous dire, mais en parlant de coma stade 1, stade 2, stade 3. Le stade 3 étant le vrai coma, le stade 1 étant l'obnubilation, le stade 2, l'état de stupeur ou l'état stuporeux. D'accord ? Alors, on a tendance de plus en plus à sortir de cette cotation en 1, 2, 3 des comas parce que ce n'est pas assez précis. On préfère de loin dire d'emblée, là je prends en charge un malade qui a tant de Glasgow. Et donc à ne plus trop utiliser cette appellation de stade en 3 des comas. Alors revenons sur le Glasgow. 3 parties, ouverture des yeux, réponse motrice, réponse verbale. Rapidement, hein, l'ouverture des yeux. Donc c'est un score sur 15, si le malade est comme vous et moi. Il peut être très malade et avoir un score à 15 aussi. Hein. On peut avoir plein de pathologies autres. Mais là, on établit un score d'éveil normal ou d'éveil pathologique. Par exemple, un malade pourrait être, je ne sais pas, ne plus marcher et être tout à fait en Glasgow 15. Hein. C'est évidemment, ça ne cote pas toutes les pathologies. Ça cote l'état d'éveil. Ouverture des yeux, elle se fait spontanément, c'est le maximum, elle se fait sous stimulation verbale, seulement sur stimulation douloureuse où elle est totalement absente. Réponse motrice, elle se fait sur ordre normalement, ou bien seulement avec une douleur, et la réponse va être orientée pour retirer ce qui fait mal, en retrait, avec des réactions anormales qu'on va voir un petit peu plus loin, soit en hyperflexion, soit en hyperextension, ou totalement absente. Réponse verbale, elle va être appropriée, confuse, incohérente, peut-être adaptée mais incompréhensible, ou absente. Vous voyez qu'au maximum, au plus grave, l'état de coma est un score de Glasgow à 3. D'accord ? Alors un mot, puisqu'on parle beaucoup de stimulation douloureuse, vous le verrez dans les services, hein, la manière dont on stimule de manière douloureuse les gens se fait de manière progressive et les premières fois qu'on le voit, de manière apparemment totalement barbare. Ça part de la simple piqûre au pincement, de plus en plus appuyé, pour aller ensuite vers les pincements vers des zones particulièrement sensibles, et en particulier un endroit bien connu, c'est le mamelon. Hein,
Autre technique douloureuse pour voir une réaction au cours du coma, il y a le fait de frotter de manière extrêmement forte avec ses phalanges repliées le sternum. Ça, c'est extrêmement douloureux si vous appuyez un bon moment et vous voyez les gens grimacer. Et le but est de voir si les gens ont une réactivité à ce genre de stimulation. Donc voilà une gamme de gestes cliniques que l'on fait sur ce type de patient. Évidemment, si le malade n'est pas dans le coma, vous le savez très vite avec ces stimulations. Alors, on va donc voir maintenant quels sont les grands éléments de l'examen neurologique au cours du coma. Je précise bien qu'on parle ici de l'examen neurologique. Vous imaginez bien que chez un patient inconscient, en dehors de son état de veille, de la profondeur de son état de veille qu'on vient de voir, il y a, et de l'examen neurologique qu'on va voir, il y a plein d'autres choses à lui faire. Il y a évidemment à apprécier comment est son état cardiaque, pulmonaire, etc. Ce n'est pas notre propos. Là, on parle de l'examen neurologique au cours du coma. Deux grands fils conducteurs, savoir s'il y a un trouble focal, s'il y a une lésion focale et donc s'il y a un problème asymétrique, s'il y a des signes cliniques d'un côté du corps, et puis l'atteinte globalement de toutes les fonctions vitales. Alors, commençons. Le premier point, c'est la motricité. La motricité, c'est typiquement là qu'on va voir s'il y a une asymétrie. Et on va voir, comme ce malade ne bouge pas spontanément, c'est pas facile, vous ne pouvez pas lui faire la manœuvre de barré que vous avez apprise, monsieur, gardez les bras en l'air, hein, évidemment. Donc là, il va falloir que vous jugiez d'une asymétrie du tonus. C'est pas facile. Hein. Il va falloir que vous voyiez si le positionnement certains positionnements des membres sont conservés par le tonus physiologique ou bien ne sont pas conservés. Une manœuvre fréquente, et celle-là, le patient est allongé, vous lui faites replier les membres inférieurs comme ça, il est inconscient, il est sur le dos, et dans cette position-là, talon posé sur le plan du lit, hein, quelqu'un qui a un tonus normal maintient à peu près pendant quelques secondes ses genoux comme ceci. Quelqu'un qui aura une asymétrie de son tonus, vous allez voir s'effondrer la jambe du côté atteint, où le tonus n'est pas préservé. Cet effondrement-là est un bon signe d'asymétrie. Deuxièmement, vous allez voir comment le malade réagit aux stimuli nociceptifs de manière adaptée. On l'a vu tout à l'heure dans la cotation, ça peut être orienté, retrait, ou bien alors avec des réactions anormales. Et ces réactions inappropriées, hyperflexion, hyperextension, qu'on retrouve dans le score de Glasgow, il faut connaître les termes qui vont avec. Le mieux c'est de photographier dans la tête les petits schémas. Celle en hyperflexion s'appelle rigidité de décortication. Vous pensez que c'est moi qui l'ai déconnecté? Ouais. Et ça se remet au bout d'un moment. Donc, il faut que je sois plutôt comme ça. D'accord. Et donc, la décortication qui traduit plutôt une souffrance donc prédominante au niveau cortical, comme son nom l'indique, et puis cette rigidité de décérébration avec cette hyperextension, avec enroulement du membre, qui traduit une souffrance qui prédomine sur le tronc cérébral. Deuxième localisation, deuxième endroit qui va nous intéresser particulièrement, ce sont les yeux. Et les yeux, notez dès à présent que deux choses vont nous importer. D'une part, les pupilles, et d'autre part, les mouvements oculaires. Et en troisième, je commence en fait par le moins important, parce que souvent le malade ne réagit pas beaucoup, mais enfin, notons-le quand même, les paupières. Alors, le tonus des paupières, est-ce que le malade, quand on lui relève les paupières alors qu'il ne le fait pas sur ordre, est-ce que le tonus se maintient ou est-ce que les paupières retombent automatiquement? Ça, c'est quelque chose qu'on peut juger de manière symétrique, asymétrique. Évidemment, sauf si on est au tout début du coma, où le malade reste encore conscient, hein, on est dans vraiment, on n'est pas encore dans un coma, on est dans un état obnubilé. Est-ce que le malade réagit à la menace quand on lui rapproche rapidement la main du visage? Est-ce qu'il a un clignement de paupières tout à fait physiologique que l'on a tous, hein?
Ou est-ce qu'il a encore conservé des clignements spontanés des paupières, ce qui traduit forcément un certain tonus? Il y a deux réflexes qui sont recherchés. Le plus important, c'est de très loin le cornéen. Quand on vous fera les paires crâniennes en sémiologie, ça doit être le module. C'est commencé? Non, c'est pas encore commencé. Ça va être, pas en sémiologie, vous n'avez pas vu le 5 encore, le trijumeau? Si, déjà? C'est le professeur Mas qui vous a fait le cours? C'était quand? Hier? C'est lundi. Alors voilà, vous savez tout sur le réflexe cornéen. Hein. Il vous a décrit ce réflexe qui dépend de la 5e paire crânienne. Et quelle branche du 5? 5-1, absolument. Et le fait que le réflexe soit préservé, c'est-à-dire l'intégration jusqu'au tronc cérébral, traduit donc la conservation d'une fonction du tronc cérébral. C'est un signe parmi d'autres qu'on utilise pour mettre en évidence le maintien des fonctions du tronc cérébral. D'accord ? Le réflexe cornéo-mandibulaire, je ne suis pas sûr qu'il vous en ait parlé. C'est un réflexe, lui, pathologique, qui n'existe pas physiologiquement. Quand vous touchez la cornée, comme pour rechercher le réflexe cornéen, eh bien vous avez un réflexe de fermeture discret, mais bien visible, de la mâchoire mandibulaire. C'est un réflexe archaïque qui existe chez le nouveau-né, qui disparaît physiologiquement et qui réapparaît en cas de souffrance du tronc cérébral. Donc s'il est positif, s'il est présent, c'est un signe d'anomalie, de souffrance, plus particulièrement de la protubérance. Alors, arrivons aux pupilles. Les pupilles, c'est vraiment un signe essentiel d'examen. Nous avons déjà parlé ensemble de l'état des pupilles en parlant des engagements lors de l'hypertension intracrânienne. Vous vous en rappelez? Et je vous avais dit combien il était important chez ces malades qui avaient des céphalées qui augmentaient, qui évoquaient une hypertension intracrânienne, de voir s'il n'apparaissait pas un signe tout à fait grave, qui est la mydriase aréactive unilatérale, qui traduit l'atteinte de la 3e paire crânienne, comprimée par l'engagement temporal. Vous vous rappelez notre petit schéma? Engagement temporal, c'est le 2e type d'engagement, engagement très grave, souffrance de la partie haute du tronc cérébral, et le 3 qui passe par là est lésé par ce qui appuie, qui s'engage et provoque la mydriase. Mais il y a d'autres signes et d'autres atteintes possibles des pupilles. Je ne peux pas vous les décrire toutes. Deux classiques sont le myosis serré bilatéral. Ça se voit dans les lésions protubérantielles. C'est un signe classique également d'intoxication par les stupéfiants. C'est pour ça que je vous l'ai mis. Même s'il n'y a pas de lésion, si c'est là fonctionnel, heureusement ça récupère après l'intoxication. Et puis il y a des souffrances de la partie haute du tronc cérébral, du mésencéphale, qui se traduisent par des pupilles intermédiaires et qui ne réagissent pas, donc non réactives. D'accord ? La plus grave, c'est clairement la première. Donc on rejoint le cours sur l'hypertension intracrânienne. D'accord ? 3e partie, tout aussi importante que les pupilles, c'est l'oculomotricité. 3e partie des yeux. Donc la motilité oculaire extrinsèque. Les pupilles, c'était l'intrinsèque, vous le savez. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder, en soulevant les paupières, comment se comportent les globes oculaires spontanément. On va regarder en particulier si le patient, spontanément, a les yeux déviés d'un côté, la déviation conjuguée des yeux, ou bien a des strabismes divergents ou convergents qui sont apparus. On va regarder si, lorsqu'on l'appelle spontanément, il a tendance à dévier le regard, mais ça supposerait un stade pré-coma, donc obnubilation, stupeur. Quand il est vraiment dans le coma, il n'y a plus de mouvement spontané. Et c'est à ce moment-là que va prendre toute son importance l'étude des mouvements réflexes. Alors, les deux petits schémas en dessous vous expliquent de quoi il s'agit. Il y a 2 grands types de mouvements réflexes que l'on peut étudier assez simplement au lit du malade. Il y a le réflexe oculocéphalique. On a mis un pluriel parce qu'il y en a un de chaque côté, les réflexes oculocéphaliques, droit et gauche, et
les réflexes oculo-vestibulaires. À gauche, c'est normal. À droite, c'est un exemple de pathologie. À gauche, c'est normal. La patiente est dans le coma. On lui ouvre les paupières. Les yeux regardent droit. Aucune réaction spontanée. Le médecin, de manière rapide, va provoquer la rotation de la tête d'un côté. Eh bien, de manière réflexe, du fait du réflexe oculocéphalique, il va y avoir une déviation conjuguée des yeux dans le sens opposé à la rotation de la tête. Je fais tourner la tête et en fait, tout est fait comme s'il s'agissait de garder la cible que je regarde. C'est de manière réflexe. Alors, c'est très difficile, c'est un réflexe extrêmement difficile à étudier chez quelqu'un en éveil, évidemment, parce que du fait de la fixation qu'il regarde quelque chose, eh bien, c'est la motilité volontaire qui prend le pas sur la motilité réflexe. Mais dans le cadre du coma où le patient est dans une atteinte d'éveil, il n'a plus de fixation volontaire, et donc on peut étudier ce réflexe oculocéphalique. Et là, de manière physiologique, la personne dévie les yeux du côté opposé. Autre réflexe, c'est le réflexe oculovestibulaire. Injecter de l'eau très froide dans l'oreille provoque une déviation conjuguée des yeux du côté de la stimulation vestibulaire. Alors ça, je peux vous assurer, mettre de l'eau à 0 degré, vous ne le mettez pas dans l'oreille de quelqu'un qui n'est pas dans le coma. Ça fait affreusement mal d'avoir de l'eau à 0 degré dans l'oreille. Et donc, ça n'a de sens. Il faut déjà avoir vraiment vérifié que le patient n'a pas de réaction d'éveil normale. Alors, un exemple de pathologie, une atteinte du 3 que vous avez donc vu. Vous avez vu les nerfs oculomoteurs? Oui ou pas encore? Oui. Nerf oculomoteur, vous avez un 3 de ce côté-là. Donc, vous avez la midriase fixée gauche. Est-ce que c'est ça? Non, parce que je vous dis n'importe quoi. Je sais pas. Le malade, la malade a oui, peut-être si elle a une midriase, c'est de ce côté-là, et elle a un déficit en adduction de son œil. On ne peut pas le voir spontanément, parce que quand on lui demande de regarder à droite, regarder à gauche, elle ne le fait pas. En revanche, si on lui tourne brutalement la tête, elle a conservé son réflexe oculocéphalique de ce côté-là. De ce côté-là, en revanche, il y a une pathologie, elle n'est pas capable d'adducter. Donc, on se rend compte comme ça qu'il y a un problème sur un nerf crânien grâce au réflexe oculocéphalique. Et de la même façon, en stimulant au plan vestibulaire l'oreille gauche, on va provoquer une déviation homolatérale de l'œil gauche, mais pas de l'œil droit qui n'arrive pas à adducter. Donc on a été capable de mettre en évidence une pathologie des nerfs oculomoteurs à droite, alors que le malade n'a pas de motilité volontaire de ses yeux. D'accord ? Donc, l'étude des réflexes oculocéphaliques, ce qu'on fait vraiment quotidiennement en réa, aux urgences, c'est vraiment le réflexe oculocéphalique. Et puis, quand on veut aller un petit peu plus loin, on fait l'oculovestibulaire. Il faut le faire dans de bonnes conditions. C'est avoir de l'eau froide, etc. Très bien. Voilà pour la motilité oculaire. On a vu la motricité, on a vu la motilité oculaire, on voit la respiration. Il faut que vous sachiez qu'il y a certaines respirations qui évoquent d'emblée une atteinte centrale au cours d'un coma, dans centrale neurologique. La plus célèbre, c'est la respiration dite de Cheyne-Stokes, respiration périodique, dont le mieux pour la comprendre est de représenter la sinusoïde respiratoire. Donc le malade va avoir une amplitude respiratoire qui va aller en s'amplifiant, puis en rediminuant. Et ça rediminue, et jusqu'à l'arrêt. Pause respiratoire, puis ça redémarre de manière progressive. D'accord ? Respiration centrale moins fréquente, mais qui se voit, l'hyperventilation neurogène. En continu, le malade respire trop amplement. Il y en a d'autres encore. Peu importe, la pneustique, c'est celle où le malade fait une inspiration et puis s'arrête pendant quelques secondes, pause, et puis expiration, pause. Donc ça serait représenté par des suites de carrés. C'est plus une sinusoïde, il y a à chaque fois une pause après chaque mouvement respiratoire.
Autre point, toujours à chercher chez un malade dans le coma, existe-t-il une raideur de nuque? Tout de suite, en vous disant ça, je vous dis, faites attention quand même à un cas de figure, coma au décours d'un traumatisme. Il ne s'agit pas de faire les manœuvres qu'on a faites de Kernig, de Brudzinski, vous vous rappelez, qu'on a fait le syndrome méningé chez quelqu'un qui aurait une fracture cervicale. Donc le jeune qui vient d'avoir l'accident de moto et qui est dans le coma, avant de mobiliser sa nuque, attendez les radios ou allez-y doucement. Évidemment, donc hors contexte traumatique. Avec quoi peut-on se tromper quand on parle de coma? Quels sont les diagnostics différentiels? D'une part, le fait de trop dormir. Il y a des hypersomnies tellement pathologiques qu'elles peuvent durer toute la journée et les gens sont difficiles à réveiller. On vous parlera quand vous serez en détroit de ces pathologies du sommeil. C'est quand même relativement rare qu'on les confonde avec le coma. Les comas d'origine psychiatrique ou pseudo-coma sont possibles. Il y a le pseudo-coma hystérique, le coma psychotique, où le malade est dans un état hallucinatoire qui le met dans le coma et où il a une particularité, c'est pour ça que je voulais signaler entre parenthèses, qui aide au diagnostic, c'est le phénomène de catatonie. Ce malade-là va conserver les positions que vous allez lui donner. Vous lui levez, il est complètement dans le coma, aucune réaction douloureuse ne fonctionne, vous lui prenez le bras, vous le lâchez, il reste comme ça. Comprenez bien d'emblée que ce n'est pas un état que vous attendez chez quelqu'un qui a perdu son tonus, qui est dans le coma. Et ça, c'est d'emblée caractéristique d'un coma psychotique. Locked-in syndrome, vous en avez entendu parler, le scaphandre et le papillon. C'est l'état de ces malades qui ont une lésion ischémique en général, donc un accident vasculaire cérébral qui détruit le tronc cérébral et en particulier la protubérance, et qui fait que ces personnes-là sont conscientes, mais ne sont pas capables de bouger en dehors des paupières, qui sont en général préservées parce que l'intégration de ces mouvements dépend de la partie la plus haute du tronc cérébral, c'est en général préservé, et donc ces gens-là communiquent à l'aide de la paupière, d'où l'état qui est raconté dans ce livre que vous connaissez probablement, de ce journaliste qui a été capable d'écrire un livre uniquement avec les codes de mouvement de paupières. Il était en locked-in syndrome. Mutisme akinétique, c'est un état très particulier où le malade donne l'impression de ne pas marcher. En fait, tout se passe comme s'il n'y avait pas l'initiation du mouvement. Donc le malade ne peut pas parler, ne peut pas bouger parce qu'il n'y a pas d'initiative du mouvement. On le voit dans des grandes atteintes frontales des parties antérieures du cerveau. On en redira un mot lorsque l'on verra le syndrome frontal au cours prochain. Dernier point sur les comas, les grandes causes. Eh bien, on va les séparer en lésions focales neurologiques, et c'est celles pour lesquelles on va voir des signes de souffrance avec une asymétrie lors de l'examen tel qu'on vient de le voir, la motricité, les yeux, éventuellement d'autres fonctions lors de l'examen clinique neurologique complet. Ça provoque, ce sont ces lésions en particulier qui provoquent les engagements qu'on a vus dans l'hypertension intracrânienne ou une souffrance plus directe du tronc cérébral. Exemple, les tumeurs ou des atteintes directes du tronc cérébral. Deuxième possibilité, il s'agit de souffrance cérébrale diffuse et avec retentissement sur le tronc cérébral. Rappelez-vous notre partie sur la vigilance. Ça peut être une atteinte du tronc cérébral secondaire à une atteinte du cortex cérébral diffuse. C'est ce qu'on voit en particulier dans les hémorragies méningées. Et les hémorragies méningées sont pourvoyeuses de comas d'apparition brutale. Lorsqu'on a fait le cours sur l'hémorragie méningée, on a parlé de la bombe qui explosait dans la tête. Mais la personne qui tombe immédiatement dans le coma pour cause de saignement dans la tête, elle ne vous racontera pas son histoire. C'est pas très fréquent que ça se manifeste comme ça, mais c'est possible. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de contexte traumatique. Vous aurez l'indication, grâce à la recherche de la raideur de la nuque, que vous devez intégrer dans votre examen du coma. Encéphalopathie,
quelles qu'en soient les causes métaboliques, toxiques, hein, atteintes infectieuses, les comas traumatiques, etc. Là, c'est des souffrances diffuses du cerveau. D'accord pour le coma? Des questions? Non? On passe à la deuxième partie? Oui? Malheureusement, oui. Sauf état exceptionnel, il arrive parfois qu'il s'améliore un peu. C'est-à-dire que, heureusement, l'état dramatique que je vous ai décrit peut évoluer vers une récupération partielle des membres supérieurs. Les gens resteront des grands handicapés, hein, mais il arrive qu'il y ait un petit état d'amélioration, hein, dans les parties les plus hautes de l'organisme. Eh oui, c'est ça qui est terrible, c'est que ce sont des gens qui ont souvent été ventilés au début, ensuite ils sont trachéotomisés, et ils peuvent, si on s'occupe bien d'eux, ils vont rester comme ça. Alors là, on entre ensuite dans des problèmes éthiques. Hein. D'autres questions? À partir de quelle durée le coma est irréversible? On ne peut pas répondre comme ça à la question parce qu'il faut intégrer d'autres paramètres qui sont la cause du coma. Il peut y avoir des comas relativement longs, mais dont la cause est bien identifiée et dont on sait que les lésions ne seront pas définitives et récupéreront. Alors, vous avez vu parce que parfois ça a fait l'objet de films, de livres, hein, c'est quoi? C'est Goodbye Lénine, hein, le dernier film, hein, qui parle d'un état de coma où la personne reste 1 ou 2, en tout cas 6 mois, hein, qui ne vit pas la révolution. C'est 10 ans même. Donc voilà, donc là on atteint. Il y a régulièrement ce genre d'histoire un peu incompréhensible au niveau médical. Hein. Ce qui est sûr, c'est que quand même, si médicalement parlant, au-delà du côté romancé, hein, si les gens ont été conservés dans cet état-là en se disant il y a potentiellement un éveil, c'est que les explorations ont montré qu'il restait un certain nombre de fonctions importantes. Fonction du tronc cérébral, fonction corticale, que les lésions au scanner à l'IRM ne sont pas trop importantes. En dehors de considérations politiques, hein, il y a parfois des hommes politiques qu'on conserve dans des états de coma éternellement, mais alors là, on entre dans d'autres considérations. Deuxième partie, syndrome confusionnel. Définition. Altération de la vigilance, c'était notre point de départ, du coma et de la confusion, mais avec cette fois une installation qui va être aiguë et un état fondamental d'altération de la conscience, hein, qui est la désorientation temporospatiale, qu'on va décrire un petit peu plus loin. C'est lié à un état de souffrance diffuse et en général, il ne s'agit pas d'un état lésionnel, mais plutôt fonctionnel. Et donc là, un peu en contrepoint de la question qui vient de m'être posée, dans la très grande majorité des cas, à la différence du coma, quand même, parce que les comas, il y a des comas réversibles, mais c'est quand même une minorité. Là, dans la confusion, c'est l'inverse. Ce sont des états où, dans la très grande majorité, il va y avoir une réversibilité. Mais c'est quand même une urgence diagnostique et thérapeutique, on va le voir, parce qu'il peut se passer plein de choses au cours de l'état de confusion. Alors, la sémiologie. Premièrement, l'altération de la vigilance. C'est donc une atteinte, hein, j'aurais pu le rajouter sur cette diapo, hein, c'est une atteinte de la conscience. Hein, rappelez-vous, notre première diapo sur la vigilance, c'est la vigilance au sens de la conscience. La personne ne va plus être concentrée, ne va plus être attentive à ce qui se passe autour d'elle.
Et ce qui va lui arriver comme stimulation va être modifié. Il va donc y avoir des anomalies de la perception, et en particulier visuelle. Je dis en particulier, mais pas uniquement. C'est quand même ce qui domine. Et la personne va recevoir ces stimuli de manière déformée, voire de manière anormale, c'est-à-dire au sens où il n'existe pas, des fausses informations. Alors ce que je viens de dire, c'est la définition de l'illusion pour la déformation et l'hallucination pour le fait de voir quelque chose qui n'existe pas. Le dernier point qui est marqué ici et qui est très important, c'est la fluctuation, la variabilité au cours de la journée de cet état. Et en particulier, notez-le bien, les confus sont beaucoup plus agités, moins bien en fin de journée, période vespérale. La dangerosité vespérale du confus, dit-on de temps en temps, c'est fin de journée. Et enfin, il y a un retentissement quand même sur l'éveil, et ces malades sont souvent en état d'obnubilation. Alors ça vous renvoie à ce qu'on a dit tout à l'heure, dans les définitions du coma, mais en Glasgow, on est bien avant le 8. On n'est pas dans un état comateux à proprement parler, mais il y a une altération de l'éveil. Et souvent, ces gens-là, on parle de ralentissement idéatoire. C'était un terme qu'on a déjà employé pour l'hypertension intracrânienne, si vous vous rappelez, lors du premier cours ensemble, et qui traduit le fait que ces gens sont un peu lointains et ne sont pas capables d'une réactivité immédiate à l'environnement. La désorientation temporospatiale, c'est simple. Les gens ne savent pas où ils sont. Quand il y a une perte des repères chronologiques, désorientation temporelle, perte des repères spatiaux, les gens ne reconnaissent plus leurs repères habituels au plan spatial. Et tout ça va aboutir, en particulier cette première partie, l'altération de la conscience avec la modification des perceptions, à un état, il faut que vous connaissiez le terme, qui est dit confuso-onirique, c'est-à-dire que le malade perd ses repères et il est un peu comme dans un rêve. Et on va le redire un peu plus loin, il va avoir tendance à vivre son rêve, à être à fond dans son rêve. Et donc, c'est là où va apparaître la dangerosité du confus. Il va être dans cet état confuso-onirique où il a des hallucinations, des modifications de perception de type illusion. Il appréhende mal, il ne sait plus où il est, il ne sait plus quand on est, et donc il vit son rêve, avec toutes les réactions que cela peut provoquer en fonction du type de rêve. Les conséquences de tout ça sur le comportement, ça va vous donner, en pratique clinique, un malade qui va passer par des extrêmes. Soit il est en perplexité anxieuse, c'est-à-dire qu'il fait des efforts pour comprendre mais où est-ce que je suis, quand est-ce qu'on est, qu'est-ce qui m'arrive, etc. Et il se met un peu en prostration, c'est ce qu'on appelle la perplexité anxieuse. Soit je vis à fond le problème, le rêve qui m'effraie et qui fait que je ne suis pas bien, et je suis à ce moment-là en agitation psychomotrice. Donc vous voyez, il peut tout à fait basculer, et le même malade, dans ces fluctuations que je vous décrivais tout à l'heure, peut parfaitement passer d'un état à l'autre, en quelques minutes. Il va avoir des propos incohérents, des mimiques inadaptées, qui peuvent répondre aux hallucinations qu'il voit. Il voit quelqu'un d'effrayant face à lui, il va avoir des mimiques de grand effroi, alors qu'il est tranquillement dans sa chambre d'hôpital. Il va être vraiment dans le vécu onirique, un regard hébété. Et quelque chose d'assez caractéristique du confus, c'est qu'il va avoir tendance à s'agiter la nuit et plutôt récupérer dans la journée. Et donc c'est insupportable dans un service hospitalier. Le lendemain, vous êtes le docteur, vous arrivez, et la seule chose que vous dites tous les autres malades de la salle, c'est je veux partir, je ne veux plus être dans la chambre à côté de ce malade qui a hurlé la nuit, qui s'est agité, etc.
hein. Il y a un redéclenchement, hein, une majoration du phénomène hallucinatoire en vespéral, comme je vous le disais tout à l'heure, et puis qui va se prolonger la nuit, qui rend ces malades difficilement tolérables. La présentation va aller avec. Le malade va, comme il a perdu ses repères, il n'y a plus de fonction sociale à exercer, il est négligé, il se laisse aller, il s'agite par moments, il passe en sueur profuse. Évidemment, il n'est pas coopérant, vous êtes a priori quelqu'un d'agressif pour lui, puisque par définition, vous êtes une stimulation qu'il ne comprend pas. Donc a priori, une stimulation qui arrive, donc vous, quand vous venez le voir, vous êtes déjà dans quelque chose qui agresse son organisme. Donc il ne va pas coopérer. Dans cet état-là, vous comprenez bien, et on en reparlera quand on fera les fonctions supérieures la semaine prochaine, qu'il est très difficile de tester si ce malade a un langage correct, s'il a une coordination, ce qu'on appelle les praxis correctes, s'il est capable de reconnaître un certain nombre d'objets, de visages, etc. Donc toute l'étude, et évidemment la mémoire, grande fonction intellectuelle, et l'étude de toutes ces fonctions intellectuelles va être très difficile. On considère que le malade n'est pas testable. Ce qui domine, c'est vraiment son état de confusion. Alors, il y a des risques immédiats à la confusion. Ce malade s'agite, comme il se néglige complètement, qu'il ne prend pas conscience de son état de soif, il va se déshydrater. Et le risque suivant est un risque qui fait régulièrement l'actualité, c'est le risque de passage à l'acte. Sous forme de fuite, sous forme d'agression, contre soi-même ou contre les autres, avec toutes les conséquences judiciaires. Régulièrement, quand vous voyez un petit article de journal, le forcené à tuer sa femme avant de se tuer lui-même, régulièrement, hein, alors il y a les états dépressifs extrêmes, mais il y a très généralement, c'est ça la majorité, des états confusionnels. Et en France et dans beaucoup d'autres pays, un des grands pourvoyeurs d'états confusionnels, on va y revenir, c'est l'alcool. Que ça soit trop, d'ailleurs, l'ivresse aiguë ou le sevrage alcoolique, dans les deux sens. Mais l'alcool est un grand pourvoyeur de syndrome confusionnel et un grand pourvoyeur de ces histoires médico-judiciaires où quelqu'un en état de confusion extrême a considéré que tout ce qui était dans sa maison était dangereux pour lui et pour finir lui-même. Et puis voilà. Pour l'alcool, vous avez peut-être déjà entendu ce terme. Hein. On utilise le terme qui est un état confusionnel extrême, qui est le délirium tremens. Vous avez peut-être entendu parler de ça, qui est, qu'on vous redécrira en pathologie, qui est l'état de confusion extrêmement important. Délirium, comme le délire, tremens, T-R-E-M-E-N-S, pour traduire le fait que les patients tremblent au cours de ce délire confusionnel. Donc, risque de passage à l'acte. Alors vous voyez, ces malades, on a tendance à les enfermer, à moins les stimuler possible. Si on va les voir, on y va prudemment, d'abord pour soi, et puis pour le patient lui-même, hein, qui en vous voyant ne se précipite pas par la fenêtre. Donc il y a tout un comportement à avoir avec ces malades-là, de calme, qui n'est pas toujours facile à prendre. Alors vous imaginez bien, hein, s'il vous plaît. Vous imaginez bien combien c'est difficile d'avoir ce type de prise en charge qui nécessite beaucoup de doigté, beaucoup de temps pour des malades qui affluent vers l'endroit le plus agité de l'hôpital, qui sont les urgences de l'hôpital. Et les confus dans les urgences, c'est un grand bazar. Et c'est terrible parce que tout le monde sait évidemment que le fonctionnement des urgences où tout le monde s'agite, les prises de sang, les machins, les trucs, tout le monde est agité. Je parle des docteurs, des soignants. Et justement, il faudrait du calme autour de ces malades-là. Donc c'est un vrai problème, le confus aux urgences. Et c'est quelque chose auquel vous serez confronté dans votre pratique, évidemment. Autre risque, autre conséquence, c'est plus une conséquence obligatoire. Hein. Un confus, quand il sortira de sa confusion, il ne se souviendra pas de ce qui s'est passé. C'est l'amnésie lacunaire du confus. Et vous comprenez bien que si, dans les histoires judiciaires,
dont je parlais à l'instant, si le malade ne s'est pas lui-même fait violence, après coup, ça va être toute une bataille judiciaire de savoir s'il était conscient de ce qu'il faisait ou pas, lui-même ne se souvenant de rien. Hein. Et donc, c'est là où les experts se battent entre confusion ou autre état que la confusion pour savoir s'il était responsable de ses actes. Diagnostic différentiel. L'état délirant, d'abord, le délire, notamment au cours d'une psychose, donc dans des grandes maladies psychiatriques. La vigilance est intacte, le malade n'a pas de trouble de l'éveil, et puis les stimulations, il est capable de les appréhender. Simplement, dans certains domaines, il est délirant. Dans l'état délirant, les gens sont focalisés sur un type de délire. Je suis Jésus-Christ, je vais faire ça, de grandeur, hein. C'est le délire typique hein, de délirant, délire de persécution, autre grand délire, et qui va être focalisé sur cette problématique de la persécution. Alors que le confus, lui, en fonction des stimulations, il va basculer d'une thématique à l'autre. On n'est pas du tout dans une systématisation de son délire. D'accord ? Syndrome démentiel, qu'on verra la prochaine fois. La démence. Comment on fait la différence entre la confusion et la démence? Pas facile, on le dit, on y reviendra plus longuement la prochaine fois quand vous aurez compris ce qu'on entend par démence, au sens médical et pas au sens judiciaire, au sens médical. Mais on peut déjà dire en opposition avec la confusion que la vigilance est intacte, le malade est présent, vous avez un contact avec lui, il comprend les stimuli qui lui arrivent, vous allez pouvoir tester ses fonctions supérieures. Élément fondamental qu'on redira la prochaine fois, dans la définition de la confusion, on a parlé d'installation aiguë. Dans la démence, l'installation est lente, chronique, insidieuse. Mode d'installation très différent. Ça se met en place, un syndrome démentiel, sur des semaines, des mois, parfois des années. Rien à voir avec l'installation d'une heure à l'autre, voire d'une minute à l'autre du confus. Peu de fluctuations, l'état est le même, que vous testiez votre malade le matin, le soir, etc. Pas la même chose que le syndrome confusionnel. Dernier point, très classique, l'erreur qui est faite même par des médecins urgentistes chevronnés. On reçoit un malade aux urgences, il est dans un état d'aphasie qu'on décrira la prochaine fois, où il dit n'importe quoi, avec un jargon, des mots complètement déformés, on ne comprend rien, et on prend ça pour de la confusion. En réalité, il faut arriver à se poser et à se rendre compte s'il y a d'autres fonctions supérieures qui sont atteintes que le langage. Et on se rend compte chez ces aphasiques que, par définition, il n'y a que le langage qui est touché. Et le reste fonctionne normalement. D'autre part, la vigilance est intacte. Le malade, donc, à certaines stimulations, au bruit, etc., réagira normalement. Donc voilà les éléments différentiels de d'autres états, pas difficiles d'examen chacun, hein, mais qui permettent de les distinguer de la confusion. J'en arrive à la fin de ce cours pour vous dire que les comas, ça vous occupera si vous faites de la médecine d'urgence, vous en verrez aux urgences, et puis ensuite, les vrais comas, ils sont pris en charge évidemment en réanimation. La confusion, quel que soit votre exercice, vous la rencontrerez. Et vous la rencontrerez pas une fois par an, vous la rencontrerez toutes les semaines. C'est un des états de désorganisation de l'organisme qui est le plus fréquent. Il suffit de regarder la liste des causes. Et je n'ai mis évidemment que les têtes de chapitre. Les toxiques, l'alcool en premier, ivresse aiguë ou sevrage. Je vous ai mis, je ne me souvenais plus que je vous l'avais écrit là, délirium tremens, voilà. Cette délirium, cette confusion extrême, agitatoire. En général, c'est extraordinaire, on vous le décrira en pathologie, les hallucinations, les plus belles hallucinations du confus sont dans des états alcooliques où les gens voient ont des grandes hallucinations visuelles, en général
d'animaux, on parle de zoopsie. Hein, et c'est, je passe par la fenêtre parce que j'ai vu un éléphant rose qui avançait vers moi. C'est du vrai, hein, c'est ça que voient les gens. C'est souvent d'ailleurs des reptiles qui approchent, qui déambulent et qui vont se projeter sur le malade. Et il est en état d'effroi absolu. Hein. Ce sont des choses extrêmement visuelles, extrêmement élaborées au plan visuel et très tournées vers le bestiaire. Les médicaments, les psychotropes, tous les psychotropes, hein, benzodiazépines, antidépresseurs, psychotiques, peuvent provoquer des états confusionnels. Un exemple classique que vous allez vite rencontrer, la personne âgée qui n'est pas habituée à prendre un petit quelque chose pour dormir, son médecin lui donne une petite benzodiazépine. Le lendemain, les enfants la trouvent complètement confuse. Déclenchement d'un syndrome confusionnel chez quelqu'un d'âgé qui est un peu sensible aux médicaments et qui n'a pas l'habitude de prendre un somnifère. C'est un cas de figure très fréquent. Et puis d'autres, les stupéfiants, évidemment, vous en avez entendu parler, les champignons hallucinogènes, vous avez tous entendu parler de ça, le CO, l'intoxication au CO qui peut ne pas provoquer des comas mais provoquer des confusions. Grande cause métabolique, des carences vitaminiques, en particulier la carence B1, et on rejoint les carences provoquées par l'alcool. Mais pas seulement, loin de là, hein, beaucoup de troubles électrolytiques peuvent provoquer une confusion, l'hyponatrémie en particulier, l'hypercalcémie, etc., etc. Ce qui veut dire que plein d'états de maladies osseuses qui provoquent une hypercalcémie sont susceptibles de provoquer une confusion. Un cancer des os peut être révélé par une confusion. Vous voyez, parce qu'elle provoque une hypercalcémie. Donc vous voyez combien la confusion rejoint pour vous toute la médecine, et vraiment c'est un état qu'il faut. Si vous entendez parler d'un confus dans les premiers services hospitaliers où vous allez passer, vraiment demandez à le voir. Il faut en avoir vu un certain nombre. Il faut voir ces malades et voir comment se comportent les médecins. C'est pas facile. Il ne faut pas se retrouver, avoir fini ses études jeune interne et vivre ses premières gardes en n'ayant pas vu de confus. Parce que c'est pas. Ensuite, là, on est en même temps dans la gestion des traitements. Il faut déjà avoir un peu appréhendé le contact avec ces malades-là. Infection, autre grande cause. Le fait même d'avoir de la fièvre peut provoquer de la confusion. Vous avez déjà entendu parler, peut-être autour de vous, avez-vous eu ça, quelqu'un qui avait 42 fièvres par une grippe extrêmement importante et qui était à la limite de la capacité à bien répondre, un peu perdu. Alors, ce qui est rare à vos âges est beaucoup plus fréquent aux deux extrêmes de la vie, au moment où on est plus sensible à la fièvre, c'est-à-dire dans l'enfance et chez le sujet âgé. Tout à fait fréquent d'avoir une pneumopathie chez le sujet âgé et de se présenter en état confus fébrile à l'hôpital. En fait, c'est la pneumopathie et la fièvre qui provoquent la confusion. Les infections peuvent être du système nerveux, évidemment aussi. Les méningites, les méningo-encéphalites peuvent provoquer des confusions. Et puis enfin, les maladies neurologiques non infectieuses, certaines crises d'épilepsie, enfin plutôt les crises d'épilepsie. Vous avez eu le cours déjà ou pas? Oui, on vous a parlé de la confusion post-critique. Hein, dernier état après l'état d'agitation tonique, clonique, puis confusion, cet état de lent retour à la conscience où le malade est confus. Et je vous le signale, hein, qui entraîne une grande différence entre l'appréciation par une personne elle-même de la durée d'une crise et l'appréciation par l'entourage. Parce que le malade, lui, vous dit, comme il va avoir l'amnésie séquelaire de sa confusion, il ne va pas du tout se souvenir de toute cette période qui peut durer plusieurs heures, et lui, il va vous dire, oh ben, ma crise, elle a duré... mon dernier souvenir, c'est vers 8 heures, et puis là, je me souviens vers 17 heures le soir. Donc, vous voyez, une amplitude énorme toute la journée. Alors que l'entourage vous dit, ah ben non, il a fait quelques convulsions, on ne pouvait pas réagir, il a été dans un état comateux, puis il s'est réveillé vers 9h, 9h30, il allait bien, il s'est réveillé, et de 9h30 à 17h, en fait, il était en confusion post-critique. L'entourage dit bien, ah ouais, il était un peu lointain, il répondait pas bien, on a préféré rester avec lui, il devait se reposer, et c'est parce que le malade continuait son état post-critique sous forme d'une confusion. D'accord ? Enfin, toutes sortes de lésions, évidemment, spécifiquement neurologiques,
peuvent provoquer une confusion. Voilà, donc cet état confusionnel, on en reparlera dans le diagnostic différentiel du syndrome démentiel la prochaine fois. La prochaine fois, on a 2 heures de cours, je crois que c'est mercredi après-midi, sur les fonctions supérieures. On aura pas mal de choses à aborder, on essaiera de démarrer vraiment à 14 heures. Bon courage, à bientôt. Bonjour. Est-ce que Tarno Alice est là ?